Saviez-vous que l'histoire du lobby sioniste ne commence pas avec la création d'Israël, mais bien avant, au XIXe siècle en Angleterre? C'est ce que révèle l'historien israélien Ilan Pappé dans son livre Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, paru fin 2024. Un ouvrage qui plonge aux racines d'une influence qui s'étend sur 2 continents et plusieurs siècles. Pappé retrace cette histoire fascinante qui prend racine avec une figure clé, Anthony Ashley Cooper, le 7e comte de Shaftesbury, en pleine Angleterre du XIXe siècle. L'autre rive de l'Atlantique, c'est bien sûr les États-Unis, et cette influence perdure jusqu'à nos jours. Fait intéressant, au fil des siècles, la couronne britannique, comme le gouvernement américain, ont oscillé entre soutien et opposition à ce lobby. Certains préféraient un monarque arabe allié pour maintenir la paix au Moyen-Orient, loin des troubles causés par les sionistes. Pendant la guerre froide, ces tensions étaient palpables. Soutenir Israël inconditionnellement risquait de pousser le monde arabe et son pétrole vers le camp soviétique. Mais revenons aux origines. L'idée d'un retour des Juifs en Terre Sainte était déjà présente chez les Puritains. Même le président John Adams y croyait. Mais Shaftesbury est crucial, car il a œuvré, au sein de l'Empire britannique, à la création d'un État juif et britannique au milieu de l'Empire ottoman en Palestine. À l'époque, l'Empire ottoman était encore solide. Le lobby sioniste a donc commencé comme un lobby britannique visant à déstabiliser l'intégrité ottomane. Dès 1838, sous la pression de Shaftesbury, le premier consulat britannique ouvrait ses portes en Palestine ottomane, avec cet objectif en tête. Pour lui, les jours de l'Empire ottoman étaient comptés. Les motivations étaient multiples, religieuses, avec des interprétations bibliques pro-retour, géopolitiques, car l'Empire ottoman était perçu comme déclinant et ses dépouilles convoitées, mais aussi migratoires. L'Europe occidentale cherchait une solution pour les nombreux juifs fuyant les pogroms russes, et la création d'un État juif apparaissait un exutoire, teinté, il faut le dire, d'antisémitisme lié à la montée du racisme scientifique de l'époque. Aux États-Unis aussi, un lobby précoce existait au XIXe siècle, porté par les puritains. Leur influence a notamment formé Cyrus Scofield, l'auteur de la Bible Scofield. Cette édition, truffée de notes explicatives, présentait la Bible comme un titre de propriété pour les Juifs sur l'ancien royaume d'Israël, encourageant les chrétiens à soutenir ce peuple élu, même dans ses actions les plus violentes. Quand Theodor Herzl entre en scène avec l'État des Juifs en 1896, il peine à convaincre les élites juives anglo-saxonnes, craignant pour leur loyauté nationale. Mais les Juifs pauvres de Londres, eux, y voient d'une opportunité. Le sionisme abandonne alors son vocabulaire colonialiste et capitaliste pour se présenter comme le socialisme des Juifs. Le mouvement Poël Zion, un mouvement ouvrier, gagne en popularité, notamment au sein du Parti travailliste britannique, où la tradition puritaine chrétienne se mariait bien avec ce socialisme juif. Ce n'est que bien plus tard, face à la visibilité des actions d'Israël, que le Labour se rapprochera de la cause palestinienne, avec des figures comme George Galloway. De plus, à une époque où le bolchevisme était souvent perçu comme une conspiration juive, le sionisme offrait une alternative de gauche politiquement correcte pour de nombreux juifs. Pappé soulève une question cruciale. Israël est-il une extension de la puissance américaine ou un État vampire utilisant les ressources américaines pour son propre projet? Le livre penche vers la seconde option, bien que les néoconservateurs aient leur propre agenda pro-Israël. La prise de contrôle du lobby aux États-Unis interroge les failles de la démocratie. Dans les années 50, la politique identitaire jouait à plein. Les communautés italiennes, irlandaises et juives votaient pour leurs représentants. Fiorello LaGuardia, italo-hongrois juif, en est un exemple, cumulant les votes de ces communautés. Les juifs américains, majoritairement à gauche, poussaient les démocrates à être pro-Israël. L'opposition se concentrait au département d'État, qui souhaitait des alliances avec les monarchies arabes pour la stabilité régionale et contrer l'influence soviétique. Mais la sympathie puritaine pour Israël et le financement des campagnes par le lobby rendaient cela difficile. Le tournant s'opère sous Nixon avec Henry Kissinger. Les arabistes du département d'État sont remplacés. La philosophie politique de Hans Morgenthau, un autre juif sioniste allemand réfugié, s'impose. Les États ne doivent pas se soucier de morale en relations internationales. Morgenthau, conseiller de Ben Gurion lors du nettoyage ethnique de 1948, a formé des générations de diplomates américains, a ignoré la justice et la morale, ce qui a largement favorisé Israël au détriment des Palestiniens. Pappé décrit une trinité impie. Le sionisme chrétien, le néoconservatisme, souvent composé d'ex-trotskistes juifs, mais pas exclusivement, et le lobby juif américain, incarné par l'AIPAC. L'AIPAC, fondé dans les années 50, se voulait bipartisan, finançant les carrières de politiciens. Il collecte des fonds aux USA, les envoie en Israël, qui décide ensuite de leur utilisation. Dans les années 80, avec l'arrivée au pouvoir en Israël d'une coalition de droite nationaliste et religieuse, Likoud de Menachem Begin, les juifs américains, plutôt à gauche, prennent leur distance. L'AIPAC, servant les intérêts du gouvernement israélien, devient alors plus à droite. Le lobby se tourne alors massivement vers les chrétiens sionistes fondamentalistes. Une stratégie initiée par Begin et conçue par un jeune Benjamin Netanyahou, fraîchement revenu des États-Unis.
À l'ère Reagan, les télévangélistes deviennent des fers de lance de la propagande sioniste, affirmant qu'être contre Israël, c'est être contre Dieu. Netanyahou a intégré ces fondamentalistes chrétiens dans la Hasbara, propagande israélienne, allant jusqu'à autoriser une chaîne TV chrétienne sioniste au Liban occupé. Mais alors, quel avenir pour ce lobby? Papé soulève une énigme. Pourquoi le lobby répète-t-il inlassablement que l'État d'Israël est légitime, des décennies après sa reconnaissance internationale? Son hypothèse, un problème de conscience. Les sionistes sauraient l'illégitimité d'Israël et mentiraient donc sans cesse. Mais plus grave, Israël n'en aurait plus cure de l'opinion occidentale. Alors à quoi bon dépenser tant pour museler la parole étudiante sur les campus américains si leur opinion est sans importance? Pour Papé, le lobby a acquis une vie propre, enivré par le pouvoir. Mais il est voué à l'échec, car les Israéliens eux-mêmes ont décidé de ne plus se soucier de l'avis de l'Occident. Dans ces derniers soubresauts, le lobby deviendra donc de plus en plus féroce, cherchant à masquer la réalité et à maintenir son pouvoir coûte que coûte. Une perspective qui donne à réfléchir sur les dynamiques du pouvoir et de l'influence à l'échelle mondiale.